et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le parcours d'un joueur assez fascinant, le défenseur international sénégalais Moussa Niakhaté. Sa carrière, c'est vraiment l'histoire de comment on peut transformer un nom catégorique en véritable carburant. Oui, et pour en parler, on a pas mal de matières. Des entretiens où il se livre beaucoup, des articles sur son évolution en club, et puis des stats, bien sûr, qui racontent autre chose. Exactement. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre l'homme derrière le joueur. Comment cette résilience, dont on parle souvent, a vraiment forgé sa carrière. Et puis, ce lien si particulier qu'il a avec le Sénégal. C'est ça, on va essayer de voir au-delà des performances pures, surtout avec un parcours comme le sien, qui est loin, très loin, d'être une ligne droite. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tout commence par un moment d'une brutalité presque incroyable. On est dans le nord de la France. Moussa a passé 8 ans au centre de formation de Lille, le LOSC. Il est entré à 7 ans, il y a fait toutes ses classes. 8 ans, c'est énorme. Et à 15 ans, voilà l'entretien de fin d'année. Le verdict tombe, le club ne le garde pas. Et la scène, telle qu'il la raconte, elle est fondatrice. C'est pas juste on te garde pas, c'est une déconstruction en règle, point par point. C'est faux. Il est assis là, avec sa mère, en face du directeur du centre. Et le type commence à dérouler sa liste. D'abord la technique, jugée, je cite, compliquée. Compliqué, d'accord. Ensuite, le physique. On lui sort ses tests de vitesse noir sur blanc pour lui prouver qu'il est trop lent. Et au moment où le directeur va attaquer le dernier point, le mental, C'est sa mère qui intervient. ah. Et quelle intervention! Elle coupe net et elle lance « Osez dire que mon fils n'a pas le mental, vous allez voir ». Incroyable. Du coup, le directeur est un peu déstabilisé. Il concède qu'en effet, il a un mental de capitaine. Mais il enchaîne direct. Un seul critère sur 4, ça suffit pas. C'est d'une froideur. Et le pire, c'est la fin. Le conseil d'orientation. Comme il a de bonnes notes à l'école, le directeur lui suggère de devenir pompier. Non. Si, pompier. Et c'est là que sa mère a cette phrase, mais magnifique. Ce n'est pas à vous de décider de son destin. Et hop, ils se lèvent et ils partent. Ce qui est fascinant ici, c'est l'impact d'un tel jugement à cet âge. Pour la plupart des jeunes, c'est la fin du rêve, c'est fini. Mais pour lui, on a l'impression que ça a activé autre chose. Complètement. Et ça pose une vraie question sur la détection. Est-ce que les clubs savent évaluer la résilience ? Cette capacité à encaisser un coup pareil, c'est peut-être la qualité numéro 1, et elle est invisible sur les feuilles de stats. C'est clair. Et la suite le montre bien, il s'effondre pas. Il va signer dans un club amateur, à Ouascal, et là il raconte que, loin de la structure rigide du centre, il redécouvre un foot un peu street, plus instinctif. Une bouffée d'air. Voilà. Il dit qu'il se lâche, il retrouve le plaisir, tout simplement, et il découvre des qualités qu'il soupçonnait même pas avoir. C'est un peu un retour aux sources du jeu, en fait. Il a dû se reconstruire en dehors du système qu'il avait mis à la porte. Et il y a ce petit détail, qui est juste parfait. Le moment où il rejoue contre Lille, avec ses anciens coéquipiers. Ah oui, la cerise sur le gâteau. La revanche idéale. Il gagne le match. Et sur le banc d'en face, il y a le coach qui avait validé son départ. Pas besoin de parler. Tout est dit sur le terrain. Et cette étape, c'est ça qui va vraiment lancer son ascension. Une ascension qui s'est faite brique par brique, vraiment. C'est ça. Après Vascal, il est repéré par Valenciennes. Et l'anecdote est folle aussi. Ah oui? Il est repéré pendant un match de détection où, de son propre aveu, il a fait une performance de tocard. Ce sont ses mots. Et pourtant, quelqu'un a vu quelque chose. Exactement. Un recruteur a vu au-delà de ce mauvais match. Et à Valenciennes, sa progression est hyper intéressante. Il s'entraîne avec les pros, mais parfois le club le fait redescendre avec les plus jeunes, les U19 ou U17. Ah, pour travailler ses points faibles. Précisément, la coordination, la fluidité. Et ça, c'est un détail qui en dit long. Accepter de redescendre quand tu touches déjà au monde pro, ça demande une sacrée humilité. Ah, mais c'est clair. Il ne le prend pas comme une punition, mais comme une étape. On voit déjà le leader qui est prêt à faire le sale boulot, le travail de l'ombre. Absolument. Et ça paie. Il s'impose, il part à Metz, découvre la Ligue 1, et ensuite, le grand saut. La Bundesliga à Mayence. Un championnat ultra exigeant. Et là-bas, il devient capitaine. Voilà. Le gamin jugé trop lent et techniquement compliqué porte le brassard d'une équipe de première division allemande. Ça pose le personnage. C'est plus que ça. Ça veut dire que son leadership, celui que sa mère défendait bec et ongles, est devenu visible, reconnu par tous. Et c'est ce leader-là qui arrive à l'Olympique lyonnais en 2025. Le club n'est pas au mieux financièrement à ce moment-là. C'est l'arrivée de l'entraîneur Paulo Fonseca qui va être déterminante pour lui. Là, il passe encore un cap.
Fonseca, il a cette réputation de vraiment faire progresser ses défenseurs. Il lui a demandé quoi, spécifiquement? À 29 ans, on peut encore progresser à ce point? Apparemment oui. Niakate l'explique très bien. Fonseca lui a demandé d'être plus courageux. Pas dans les duels, ça il l'avait, mais dans le jeu. C'est-à-dire? Plus agressif sur le porteur, faire confiance à sa vitesse pour couvrir, et surtout, oser utiliser son pied gauche pour casser les lignes, pour créer du jeu. Niakate lui-même dit avoir énormément progressé avec lui. Il a trouvé un coach qui a vu qu'il y avait encore une marge de progression. Exactement. Et son leadership, il s'exprimait direct. On a cette vidéo du début de saison, il prend la parole devant tout le groupe. Le discours est brut. J'ai vu ça. Il dit en gros, ils ont fait le travail, maintenant, faut montrer c'est des couilles et du caractère. Ça vous place un patron. C'est clair, on n'est pas là pour rigoler. Et les stats de la saison 2025-2026 le confirment. Défensivement, c'est un monstre. Plus de 50 tacles, 55 interceptions. 55 interceptions, c'est énorme. Ça, c'est de l'intelligence de jeu. Ça veut dire qu'il a coupé 55 actions avant même qu'elles ne deviennent vraiment dangereuses. C'est de l'anticipation pure. Et son taux de duel gagné. Quasiment 63% au sol. Et, surtout, presque 66% dans les airs. Gagner 2 duels de la tête sur 3 en Ligue 1. C'est ce qui en fait un rock, la base de l'équipe. Voilà. Mais cette force de caractère, cette base, pour la comprendre, on ne peut pas faire l'impasse sur ses racines, sur le Sénégal. C'est le cœur du réacteur, comme tu disais. Il a cette phrase qui résume tout. Le Sénégal, c'est toute ma vie. Mes 2 parents sont sénégalais. Chez moi, ça parle Wolof. À la maison, c'est le Sénégal. Ce n'est pas un choix de carrière, c'est son identité profonde. Totalement. Son père est enterré là-bas. Il y va depuis qu'il a 6 mois, tous les semestres. C'est chez lui. Et c'est ce qui est intéressant dans le cas des binationaux. Pour beaucoup, c'est un calcul. Pour lui, il n'y a jamais eu l'ombre d'un doute. Il y a une anecdote qui le prouve mieux que tout. Quand il est à Metz, il a 21 ans. Il n'a pas encore été appelé par le Sénégal. Et là, la sélection du Mali le contacte. Une opportunité en or à cet âge-là. Et sa réponse est d'une clarté limpide. Il refuse, poliment. Et il dit « Moi, c'est le Sénégal. Je suis sénégalais et j'attendrai le Sénégal. Point. » Une loyauté absolue, qui sera récompensée, mais qui va aussi le confronter à l'une des plus grandes épreuves de sa carrière. Ah oui, le penalty. Le fameux penalty raté à la CAN contre la Côte d'Ivoire. Le pays organisateur, en plus, le contexte était juste électrique. C'est ça. Match à élimination directe, on va au tir au but. Niakate est un des tireurs désignés. Il est confiant, à l'entraînement, ça rentre tout le temps. Il s'élance, il ouvre son pied et... Poteau sortant. Le pire scénario possible. Élimination du Sénégal, tenant du titre. Il raconte ce moment, non? Ce qui se passe dans sa tête. Il décrit un vide absolu. Il dit qu'il n'a même pas réalisé tout de suite. C'est en se retournant et en voyant la croix rouge sur l'écran géant du stade qu'il comprend. Le cauchemar. Et comment on sort de ça sur le terrain entouré de 50 000 personnes? Eh bien, c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Évidemment, ses coéquipiers sénégalais viennent le voir, mais même des Ivoiriens comme Serge Aurier viennent le réconforter. Ça déjà, c'est une belle image. Mais le vrai basculement, c'est après. Normalement, dans ces cas-là, le joueur devient le bouc émissaire. Il se prend une vague de haine sur les réseaux sociaux. C'est le scénario classique, malheureusement. Et là, c'est tout l'inverse. C'est une vague d'amour qui déferle. Les supporters sénégalais, au lieu de l'accabler, le soutiennent, le remercient. Ils ont compris sa douleur. C'est incroyable. C'est une maturité collective assez rare dans le sport. Ils ont choisi l'empathie, pas la colère. Exactement. Et ce moment qui aurait pu briser son lien avec le pays, l'a en fait soudé à jamais. C'est devenu un pacte de sang. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent en fait. La résilience, le leadership, ce lien viscéral. Et tout ça, on le retrouve dans sa philosophie de travail. Toujours en faire plus, c'est son leitmotiv. Un reportage le suit entre 2 matchs, on le voit avec son coach perso en pleine séance de muscu. Pas de pause. Il y a même cette petite anecdote sur le rameur, non? Oui, le défi c'est de faire 100 mètres pile. Pas 99, pas 101. Il perd de justesse, il fait 99. Mais ça montre que même dans les détails, il y a cette exigence, cet esprit de compétition. Et cette authenticité, on la retrouve sur un terrain où il est presque un ovni aujourd'hui. Son rapport à l'image. Ah, les réseaux sociaux. Exactement. La marque personnelle, le personal branding, c'est devenu quasi obligatoire pour un joueur de haut niveau. Et lui, il raconte ça sans filtre. Des agents sont venus le voir en lui disant qu'il était invisible sur les réseaux et que ça freinait sa carrière. On lui a mis la pression, quoi. Pire que ça, on lui a montré des photos d'autres joueurs qui posent en sortant d'une voiture comme des mannequins en lui disant « Voilà, c'est ça le modèle ».
Et sa réponse? Un non catégorique. Pour lui, la seule vérité, c'est celle du rectangle vert. Il a cette phrase qui est un manifeste. Le football ne me changera pas. C'est une prise de position hyper forte aujourd'hui. Il dit en gros que sa valeur se mesure en duel gagné, pas en nombre de followers. C'est un choix de la substance contre l'apparence. En résumé, donc, si on regarde son parcours, on voit bien que c'est tout sauf une autoroute. C'est une histoire de détour, de refus transformé en force. Un joueur qui se définit par son caractère, bien plus que par son image. Où l'image prime parfois sur le fond, lui, il propose un contre-modèle. C'est vrai. Ça nous interroge sur ce que veut dire réussir. Est-ce que c'est savoir jouer le jeu de la célébrité ou est-ce que c'est construire patiemment une carrière solide en restant fidèle à soi-même? Son parcours, il suggère qu'une autre voie, peut-être plus discrète mais plus profonde, est encore Dans possible. la défense de l'Olympique lyonnais, il y a un joueur qui est à la fois la plus grande force de l'équipe et son plus grand dilemme. Son nom, Moussa Niakhaté. Et son histoire, eh bien, ce n'est pas juste celle d'un footballeur, c'est une véritable leçon de résilience. Ces quelques mots de l'entraîneur lyonnais Paulo Fonseca plantent parfaitement le décor. On sent la fierté, bien sûr, mais on sent surtout une sacrée inquiétude. Parce que le départ de son défenseur pour la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas rien, non, c'est un vrai casse-tête. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut revenir un peu en arrière. Fin 2025. À ce moment-là, Lyon, sous les ordres de Fonseca, a construit l'une des défenses les plus solides de tout le continent. Une vraie forteresse, quasiment imprenable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 7 matchs sans prendre un seul but sur les 9 premières rencontres de la saison. C'est complètement fou. C'est cette solidité qui les a propulsés tout en haut de la Ligue 1. Et la pierre angulaire de tout ça, c'est lui, c'est Niakhaté. Le problème, c'est que ce pilier, ce roc de la défense, est sur le point de s'en aller en pleine saison pour jouer la Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Et pour vraiment saisir pourquoi son absence est un tel poids, il faut creuser plus loin que les stats. Il faut découvrir l'homme qui se cache derrière le joueur. Pour comprendre à quel point Niakhaté est important aujourd'hui, on est obligé de retourner là où tout a failli s'arrêter. Un moment qui se résume en une phrase terrible : « T'es pas assez bon ». Imaginez la scène. On a 15 ans. Ça fait 8 ans qu'on est dans le club de ses rêves, le LOSC Lille. C'est tout notre monde, tout notre avenir. Et puis un jour, on est convoqué, avec sa mère, pour une sorte de conseil de classe du foot. Et là, le verdict tombe. C'est brutal, c'est froid. Le directeur du centre énumère les faiblesses, une par une. Technique, trop juste. Physique, très lent, test à l'appui. Tactique, pas au niveau. La seule case positivement cochée, c'est le mental. Mais bon, un critère sur 4, ça ne suffit pas. La porte se ferme, c'est fini. Et alors que le club vient de rayer d'un trait le futur de son fils, sa mère l'interrompt. Elle ne connaît peut-être rien à la tactique, mais son gamin, elle le connaît par cœur. Et sur ce seul point positif, le mental, elle lance cet avertissement, qui sonne aujourd'hui comme une prophétie. Vous allez voir. Elle avait tellement raison. Pour beaucoup, une claque pareille, c'est la fin du rêve. Pour Moussa Niakhaté, ce n'était que le début du combat. C'est l'histoire d'une remontée, marche après marche, depuis le fond du trou. Et c'est là que tout bascule, il quitte le monde hyper structuré, presque robotisé du foot pro pour un club amateur. Et là, libéré de la pression, il retrouve juste le plaisir de jouer, il se redécouvre. Comme il le dira lui-même, j'ai découvert que je savais dribbler. Ce n'est plus un robot, c'est à nouveau un joueur de foot. Son retour va se faire en 3 étapes clés. D'abord, l'humilité. À Valenciennes, il accepte sans broncher de s'entraîner avec des plus jeunes pour bosser sur ses points faibles. Ensuite, l'opportunité. Il signe à Metz en arrivant comme 4e choix en défense, le mec que personne n'attend. Et enfin, la révélation. Il termine la saison en ayant joué 35 matchs sur 38. Il s'impose, tout simplement. Cette force de caractère l'a donc mené des bas-fonds du foot amateur jusqu'au sommet du foot international. Mais, à l'image de sa carrière, son histoire avec l'équipe du Sénégal va être faite de haut et de bas. Mais alors, spectaculaire. Sa toute première sélection avec le Sénégal, c'est bien plus qu'une simple étape sportive. C'est un rêve de gosse, et c'est surtout une promesse tenue. Une promesse qu'il s'était faite après la mort de son père, un fan absolu des Lions, quand Moussa n'était qu'un enfant. Porter ce maillot, c'était la plus belle des manières de lui rendre hommage. On est en 8e de finale de la CAN. Le Sénégal, champion en titre, affronte la Côte d'Ivoire, le pays organisateur. Le match est tendu, irrespirable, et ça se termine au tir au but. Le pire scénario. Et c'est au tour de Moussa Niakhaté de s'avancer. C'est un tireur qui a confiance. Il en a mis pas mal dans sa carrière. Le ballon est là, sur le point de pénalty. La tension est juste incroyable. Son tir heurte le poteau et sort. Il décrira ce moment plus tard comme quelque chose de totalement surréaliste.
Sur le coup, le choc est si grand qu'il ne réalise même pas qu'il a raté. C'est seulement en voyant la croix rouge sur l'écran géant du stade qu'il comprend. Le Sénégal est éliminé quelques instants plus tard. C'est ce qui arrive juste après ce moment dévastateur qui est le plus incroyable. C'est là que l'histoire de Niakhaté prend une toute autre dimension, et c'est ça qui nous ramène à sa valeur pour Lyon aujourd'hui. Dans le monde du foot, on le sait, un échec pareil, ça mène souvent à un lynchage médiatique et public. On s'attendait au pire. Mais pas cette fois. Le peuple sénégalais a réagi d'une façon quasi inédite. Au lieu de la colère, c'est une immense vague d'amour et de soutien qui a déferlé sur lui. Ce moment qui aurait pu détruire sa carrière internationale l'a, au contraire, collecté plus profondément que jamais à son pays et à ses supporters. Et voilà comment on revient à Lyon. Depuis que Fonseca est là, les résultats ont grimpé en flèche. Une progression qui s'est construite sur cette défense de fer dont Niakhaté est le patron. On comprend un peu mieux l'inquiétude du coach, non? Parce que la valeur de Moussa Niakhaté, elle va bien au-delà de ses tacles et de ses duels. Elle est dans cette force mentale, cette capacité à se relever du rejet, de l'échec et de la pression la plus folle. C'est cette résilience qui fait de lui un joueur indispensable. En fait, sa propre philosophie résume parfaitement tout son parcours. Loin du bruit, loin des critiques, pour lui, une seule chose compte. La vérité, elle est sur le rectangle vert. Une sacrée leçon de la part d'un joueur qui, après avoir été jugé pas assez bon, a prouvé que l'important, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours savoir se relever.